Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le samedi 22 juin. Oui, samedi 22 juin. Et moi, c'est Maëlle de chez Jumelle Yarns. Mes pronoms sont il et lui. On commence à se connaître un petit peu maintenant. Aujourd'hui, j'ai les cheveux lâchés. Ça n'arrive pas souvent. Donc, profiter. Ça me perturbe quand je vois mon retour sur la tablette. C'est un peu bizarre. En général, ça me fait des grosses crises de dysphorie. Et puis, il y a des fois où je passe devant le miroir et je me fais oh, les cheveux longs et la barbe, je ressemble un peu au Christ. Et ça me fait kiffer. Donc voilà, aujourd'hui j'ai les cheveux lâchés, ça change on va dire. La semaine passée, donc je n'ai pas fait de podcast simplement parce que j'avais pas grand chose à dire. Alors vous me direz, j'ai jamais beaucoup de choses à dire, mais ça m'empêche pas de faire des podcasts d'une demi-heure. Mais là vraiment j'avais pas grand chose à dire du tout. Parce qu'au niveau des tricots, au niveau des tricots j'ai juste avancé le pull en fait. Le ménage de printemps de Noël. Du coup, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à montrer à part que j'avais avancé dessus. Mais cette semaine, en tout cas ce week-end, on va quand même faire un point tricot parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé mine de rien. Alors, il y a un petit chien à côté de moi qui vient me manger. Voilà, vous l'entendez. Il va se frotter dans un sac. Il va se frottouiller un peu partout. Alors, je dirais bien que je suis désolée, mais je suis absolument pas désolée d'avoir un chien à la maison. Donc, si vous l'entendez, dites-lui plutôt bonjour. Ça lui fera plaisir. Donc je disais, je commence déjà à m'embrouiller. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé la vidéo, même pas. J'ai fait le ménage de printemps, je vais dire le point de confort, mais dans le point de confort c'est le châle. Je voudrais aussi remercier d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont contacté pour le test du point de confort. Ça me fait extrêmement plaisir. Et encore plus quand je vois les actualités ces derniers temps. Surtout en France. Moi je suis en Belgique, je rappelle. Mais en France c'est un peu craignos. Et j'ai reçu des messages me disant que la description du point de confort était quand même très sympathique, très appréciée, qu'elle permettait de mieux comprendre la chose. Et voilà. J'ai même quelqu'un l'autre jour qui m'avait un petit peu m'énervé sur Instagram, en story, on va dire, n'est-ce pas Macron, et, et qui m'a dit, vous savez, parfois je vous parle de transidentité, d'intersexuation, de queeritude, ce genre de choses, et souvent j'ai l'impression de vous prendre un peu en otage. Parfois je me sens un peu coupable en me disant, les personnes qui me suivent, c'est majoritairement pour du tricot, et je les prends un peu en otage en leur racontant, voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et parfois j'ai l'impression de lourder un peu les gens, de les embêter. Et il y a une personne, je sais plus qui déjà, parce que je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, comme toujours vous me direz, fin de semaine, hein. Mais cette personne-là, en fait, a vu tout ce que j'avais à dire et m'a envoyé un message pour me remercier en disant que ça allait lui donner des arguments qu'elle pourrait réutiliser face à des personnes transphobes, queerphobes, etc. Et je me suis sentie utile. Je crois que c'est le meilleur mot, utile. Je me suis dit, je me suis rendu compte que oui, ça peut aider des gens et ça peut faire peut-être une petite différence, même si ça aide une personne. Si une personne aide une autre personne, en fait, si on s'aide tous l'un l'autre, moi je pense que le monde peut devenir plus beau, mine de rien. Donc voilà, ça m'a particulièrement touchée. Mais comme je suis crevée, j'ai oublié de regarder le nom de la personne. Bon, après, si ça vous intéresse vraiment, j'irai voir dans ma MP, mais voilà. Donc revenons au tricot, maintenant qu'on a fait la parenthèse un peu émotionnelle. J'ai avancé sur le pull de Noël. Donc ça c'est le ménage de printemps. Voilà, très coloré, avec la laine qu'il avait teinte lui-même. J'ai failli dire avec la tête qu'il avait teinte lui-même, ça veut rien dire. Voilà, très jolie couleur. Je suis juste à côté de la fenêtre, alors ça éclaire un peu, hein, désolé. Alors c'est marrant parce que dans le bas j'ai trouvé que c'était plus serré, j'étais un peu sur les nerfs. Et du coup en bas ça poule un peu, ça fait des lignes. Après j'aime bien, hein, mais c'est assez drôle. Voilà. Donc quand il est venu la dernière fois, j'avais tricoté une manche. Il l'a essayé histoire de voir au niveau de la manche si c'était bon pour pouvoir faire l'autre manche. Donc ça c'est fait. Il l'avait passé, du coup j'ai pu voir que c'était vraiment très
très très large au niveau de la poitrine. Alors lui, il me dit qu'il aime beaucoup quand il a de la place pour bouger, ce que je peux entendre. Mais je sais que mon homme, il a la poitrine très large parce qu'il est musclé, mais c'est pas pour autant qu'il a des très larges hanches. Un homme, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait un peu de mise en forme, qui a l'air un peu violente quand je le vois de mon retour ici, parce que c'est à plat. En fait, j'ai relevé les mailles ici, j'ai tricoté je sais plus combien de rangs, une dizaine de rangs je crois. Et puis j'ai fait des diminutions pour réduire seulement le nombre de mailles ici en dessous du bras. Donc, je suis désolée, il y a mon nez qui me chatouille. Hop, voilà. Donc là en dessous, ça a l'air un peu violent parce qu'on le voit. Mais il n'a pas encore été lavé, hein, le pull. Donc une fois qu'il sera lavé, bloqué, etc., ça se verra beaucoup moins. Est-ce que je peux faire ça? Normalement, oui. Est-ce que vous allez voir? Oui, vous voyez, il y a un peu de mise en forme là. Donc une fois que ce sera lavé, ça ira mieux. Si vraiment c'est trop flaque, ben je pourrais le défaire et le refaire en espaçant un peu plus, hein, c'est vraiment pas un souci. Et on voit la forme là, de ma mise en forme. Oh. Donc voilà, il faut qu'il essaye. J'ai pas fait de capuche parce qu'il me reste de la laine. Déjà, je sais pas si j'ai assez pour faire la capuche. Mais en plus, ben, j'ai besoin qu'il l'essaye parce que au niveau longueur, je sais pas si c'est bon ou pas. Donc j'ai rabattu les mailles en dessous, mais j'ai laissé le fil dessus. Voilà. J'ai laissé le fil dessus, comme ça si ça va pas, je peux défaire juste les côtes. Ça va étonnamment stretch, tiens. Et le rallonger au besoin. En attendant, ce que j'ai fait pour l'estimation, c'est que j'ai demandé à ma fille de le mettre devant elle. Elle n'a pas voulu le mettre, parce que chez nous il y avait 20 degrés, que c'est de la pure lait quand même, il faut la comprendre. Mais elle l'a mis devant elle, et puis on a estimé un petit peu visuellement par rapport à elle, parce qu'elle est beaucoup plus fine que moi, et qu'elle s'approche plus de la morphologie de mon copain. Donc voilà, on verra si ça convient ou pas. Alors, j'ai fait... Est-ce que tu veux bien venir ici, s'il te plaît? Oui, c'est gentil, merci. Ça, c'est un bout de fil, on n'a rien vu. J'ai fait une poche quand même. Et c'est marrant parce que les couleurs, il y a les... il y a les couleurs froides d'un côté et les couleurs chaudes de l'autre. C'est pas du tout fait exprès. Mais je trouve ça assez chouette. Les mains sont trop petites. Du coup, ça va être une poche que je vais venir... Ici à peu près? Ouais. Que je vais venir apposer sur le bas du pull. Alors, je lui dis directement, parce qu'il va regarder la vidéo, chérie, si tu mets tes clés là-dedans, je vais te pleurer. Voilà. Mais voilà, il pourra mettre quand même ses petits trucs dedans. Il est comme moi, il a souvent des petits trucs en main, il a tout son petit sac pour mettre ses trucs. Donc il aura, oui, vous voyez rien comme ça forcément, mais il aura une petite poche ventrale sur son pull. Et j'espère que ce sera pratique. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Non, ça va. Est-ce que j'ai fait un nœud? Donc ça c'est pour le pull. Et une fois qu'il sera lavé, à mon avis, il va vraiment bien se détendre, s'étirer, se mettre comme il faut. Peut-être le bloquer un petit peu. Non, ça va. Bref, on verra à ce moment-là. Ah oui, et alors je crois que je vais mettre un petit fil élastique ici, au-dessus. Parce que quand je fais mes côtes en pure laine, tu vois, pour vous, mais soit mon rabat ou mon caston est beaucoup trop serré et du coup, ben, c'est pas stretch du tout. Même avec les méthodes stretch, hein, c'est trop serré quand je le fais. Soit, soit j'essaye de compenser et c'est trop lâche et comme vous voyez, ça tient pas, ça baille. Donc ce que je vais faire, je pense, j'ai fait un rabat, puisque j'ai relevé mes mailles ici. J'étais pas sûre de faire une capuche ou pas, du coup j'ai relevé les mailles là et j'ai fait les côtes après. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil un peu élastique et le passer dedans, ou alors refaire un tour de crochet par-dessus avec, je sais pas trop. Comme ça, il se resserrera, il se mettra bien comme je veux, je pense. Et comme ça réglera le souci. C'est un peu de la triche, mais c'est que du tricot, hein, ma foi. Designer en papier mâché. C'est pas grave, tricher, c'est que du tricot. Tout à fait moi.
Dans les tests aussi, hein, avec mes testeuses, je suis le premier à dire: «Oh, c'est pas grave, tu t'es trompé, tu peux tricher, tu peux faire comme ci, comme ça se verra pas, défais pas, ça t'inquiète pas». Designer au papier mâché. Bon, hier, nous étions le 21. Oui, vous avez vu le jaune. Oui, 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 c'est du jaune. Hier, nous étions le 21 juin. Oui, c'est donc l'équinoxe ou le solstice. Le solstice, c'est moi que je cherchais. C'était donc le solstice, à moins que ce soit le 20 ou le 22, parce que c'est pas toujours les mêmes dates. Moi, j'ai toujours pensé que c'était tous les 21, mais en fait, non, c'est pas toujours le 21. Je sais pas pourquoi ils ont compliqué ça. Mais bon, moi je fais mes MCAL les 21, c'est vachement plus facile niveau date. Donc hier, disais-je, nous étions le 21 juin. Et le 21 juin, nous avons commencé un nouveau cal. Je crois que j'ai dit MCAL tantôt, mais c'est un cal cette fois-ci parce que vous l'avez vu. Et donc, j'ai publié le mouton électrique. Je suis fatiguée, je vous jure, je suis crevée, il faut que je structure mes pensées. C'est comme ça IRL aussi, hein, je suis crevée. Donc, le retour du fameux mouton électrique, que je n'ai pas fini, vu que je faisais le pull. J'aurais pu le terminer, l'avancer, mais j'ai préféré faire le pull. Oui, je sais, c'est pas bien, mais je le vis bien. Alors, il y a beaucoup de lumière, c'est pas évident à vous montrer. Je vais prendre l'autre sens. Voilà. Attends. Et voilà, le fameux mouton électrique qui a été publié hier. Et vous voyez, le point irréversible sur l'arrière ici, ça fait aussi la même texture que là. Voilà, très magnifique mouton électrique. Je m'approche un peu pour que vous puissiez voir. Il y a des torsades ici, là-bas et là. Ici, ce sont deux torsades qu'on fait voyager à gauche à droite dans les torsadans. Très très joli. Là, derrière en fond, c'est du point mousse. Non, je dis n'importe quoi, c'est du point de blé. C'est mieux, oui. Du point de blé. Pas du point de riz, du point de blé. Alors ça, c'est la bordure du châle. La grande bordure du châle. Je vais tourner après pour que vous puissiez voir les motifs. Hein. Et tout le corps, ici, la texture, là. Vous voyez, il y a des dessins dedans. Et bien, le corps est réalisé juste avec des maillons droits et des maillons verts. Et bizarrement, on le voit mieux derrière, la texture. Ça fait un peu... Là, je vois plus rien. Ça fait un peu des chevrons. Je sais pas si vous voyez. J'ai trouvé ça très très joli. C'est marrant parce que la texture est plus jolie derrière, j'ai l'impression. Bref, je trouvais ça très très joli. Alors, on le commence par ici, par la pointe. On fait la petite pointe. Ah, la petite pointe en point mousse pour commencer jusqu'à avoir le bon nombre de mailles. Et puis après, on commence la texture, enfin le motif. Où est-ce que je suis dans mon châle? Attends, j'ai pas pris dans mon sens. J'ai attention à ma pelote. Voilà, je recommence. Je recommence. On commence donc par monter une maille. On fait un peu de point mousse ici, jusque là. Et puis après, on met toutes les augmentations du même côté. Donc le long de ce côté ici, le long de mon doigt là. Et le motif apparaît petit à petit. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu en transparence peut-être. Alors le mien, forcément, il n'est pas terminé, donc il n'est pas bloqué encore. Mais ça, c'est le motif que vous voyez. Mais une fois bloqué, hop là, excusez-moi. Une fois bloqué, je ne sais pas comment je vais faire ça pour vous montrer. Voilà, quand vous bloquez, ça s'étire, ça s'étend et on voit mieux les torsades. Donc il faudra le bloquer de façon un peu agressive ici, ici en bas pour ouvrir les torsades. Oh, il y a un cheveu dessus. J'ai des cheveux partout. J'en suis à un écheveau et demi. Ce châle-ci, j'ai fait un châle un peu plus asymétrique, un peu plus moins profond, voilà. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas?
un peu plus moins profond, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les châles triangulaires, les demi-cercles, oui, les châles un peu pis, etc., qui sont très très profonds, c'est bien quand on est relativement grand, relativement épais, comme moi, mais mais il y a des gens qui sont plus petits que moi en fait, hein. Et c'est pas un souci, hein, c'est pas une critique, bien sûr, mais il y a différentes morphologies en fait. Il y a des personnes qui sont plus fines par exemple et qui préfèrent des choses un peu plus faciles, un peu plus légères à porter. Il y a, il y a des gens qui sont, bah, comme je disais, plus fins, plus petits, plus menus, j'ai envie de dire. J'espère que c'est pas méchant comme mot, mais un peu plus menus. Et qui préfèrent avoir des designs moins grands. Encore que quand on le voit, là, il est déjà pas mal profond, hein, mine de rien. Oui, oui. Il est pas mal profond. On va lui changer des cheveux ici. Il est pas mal profond. Donc là, j'en suis, comme je disais, à un écheveau et demi. Et le châle est prévu avec 2 écheveaux, donc 800 grammes. Donc ce sera encore un petit peu plus long que ça. La taille est pas mal du tout. Ça se tricote assez vite, mine de rien. Le patron est disponible en français et en anglais. Euh, les, les grilles, elles font un peu peur. J'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal à faire la grille pour la petite torsade ici. Parce que je ne savais pas comment représenter des torsades qui se déplacent. J'ai galéré. Vraiment, du coup, j'ai mis un code qui avait l'air relativement logique dans ma tête quand je le mettais. Et puis surtout, j'ai mis des codes couleurs. C'est-à-dire il y a des bleus, des jaunes, pour quand elles vont dans ce sens-ci, si je dis pas de bêtises, et quand elles vont dans l'autre sens, elles sont roses et vertes, suivant si elles s'ouvrent ou qu'elles se ferment. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, là, elles se ferment, cloc, et puis elles s'ouvrent, et puis elles se referment, elles s'ouvrent, elles se referment, elles s'ouvrent, elles se referment. Donc j'ai mis des codes couleurs, c'était vachement plus facile pour s'y retrouver. Mais en vrai, c'est incroyablement facile à faire, hein. Ça a l'air un petit peu compliqué parce qu'il faut y aller petit à petit, mais c'est très très facile la plupart du temps. D'abord, on tricote les quatre ici, et puis après, on les met en attente et on tricote la suivante pour les déplacer. Ou inversement, d'abord, on tricote la suivante et puis on tricote les quatre. Mais voilà, il faut juste y aller petit à petit, mais c'est très très facile à faire, vous inquiétez pas. Enfin, si vous avez déjà fait les torsades. Euh, donc voilà, ça ira. Je vais pas vous... Ah bah si, je vous ai pas parlé d'où venait le nom. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais on va le refaire encore une fois tant qu'à faire, n'est-ce pas? Le mouton électrique, c'est une référence directe au livre Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? C'est un livre qui plus tard a donné Blade Runner, le film. Alors le livre n'est pas du tout comme le film. Le livre ne parle absolument pas du deuxième film qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, même s'il est génial. Et Blade Runner, je crois que c'est un de mes films préférés. Vraiment. Euh, Pendant très longtemps, mon film préféré, ça a été Jurassic Park. Je crois que c'est encore et toujours Jurassic Park, mais maintenant Blade Runner a une place particulière dans mon cœur. Déjà, j'aime beaucoup de films, voilà. Mais j'ai lu le livre. Et contrairement au film, le livre, il tourne beaucoup autour d'un mouton. Et je ne m'y attendais pas. Et forcément, si ça tourne autour d'un mouton, ça me parle, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de lectures différentes que l'on peut faire de ce livre ou de ces films d'ailleurs. Souvent des trucs assez pessimistes, mais quand vous commencez à le savoir, chez nous, on essaye d'être un petit peu positif quand même. C'est pas toujours évident, mais on préfère voir le côté positif des choses. Et moi, ce qui m'a frappé dans le livre Blade Runner, même si ça ne s'appelle pas Blade Runner, c'est l'espoir qu'il met dedans. Moi, j'y ai vu beaucoup d'espoir. En fait, dans le livre, Descartes est un agent retiré à la retraite. Ouais, à la retraite. Et ils vont le chercher pour... Où est-ce qu'il est à la retraite? En tout cas, il fait plus Blade Runner. Et ils vont le rechercher et lui confier une mission... Non, je vais recommencer parce que je me rends compte que c'est le chemin que j'ai pris là dans ma tête, c'est pas du tout clair pour vous.
Descartes, il vit dans un monde qui est totalement dévasté. Dévasté, mais vraiment à l'extrême. C'est très très post-apo. Et les humains qui sont partis, enfin le maximum d'humains est parti dans des colonies sur d'autres planètes, sur la Lune, ce genre de choses, pour fuir la Terre qui était trop polluée, qui était trop, qui n'allait plus du tout, quoi. C'est un peu réaliste d'ailleurs à ce niveau-là, mais c'est un autre débat. Et il y a beaucoup d'humains qui n'ont pas pu quitter la planète parce que ceux qui avaient un QI trop bas, oui, c'est de l'eugénisme, hein, ceux qui avaient des maladies incurables, des malformations, une condition médicale trop faible, ce genre de choses, ça a un petit côté nazi, on va pas se mentir. Ces gens-là n'ont pas pu quitter la planète. Donc, les gens qui restent sur Terre sont quand même hyper seuls, hyper malheureux, on va pas se mentir. Et dans ce monde vraiment très très noir, très très froid, très très dépersonnalisé, j'ai envie de dire, certains ont des animaux. Certains ont une chance incroyable et peuvent encore avoir des animaux organiques, des vrais animaux. Et Descartes et sa femme, parce que dans les livres il a une femme, hein, Descartes et sa femme donc ont un mouton sur le toit de leur immeuble, mais le mouton, c'est pas un mouton organique, c'est un androïde, c'est un robot mouton en fait qu'ils essayent de faire passer aux yeux de tous pour un vrai mouton, parce que c'est un peu un signe de réussite sociale. Mais Descartes, lui, ce qu'il rêve, enfin ce dont il rêve plutôt, c'est d'avoir un vrai mouton organique pour pouvoir créer un lien d'empathie avec un être vivant, pour pouvoir ressentir quelque chose en fait, pouvoir ressentir un lien, dire voilà, tu es vivant, je prends soin de toi, tu m'apportes quelque chose, tu me donnes un sentiment. Et, euh, et tout ce qu'il fait dans le livre, en fait, c'est-à-dire dans le film, tout ce qu'il fait dans le livre, c'est pour pouvoir toucher les primes, c'est pour pouvoir acheter ce mouton, pour lui se sentir mieux, parce qu'il pense que ça va lui apporter le bonheur, que ça va lui apporter vraiment quelque chose qui nourrit son âme. Sa femme, elle est spontanément, je vais dire, elle est complètement givrée, mais je me rends compte que c'est un peu violent. Disons elle se tape une bonne grosse dépression, comme beaucoup de monde dans le livre. Et il se dit que ça peut peut-être l'aider aussi de pouvoir créer un lien affectif avec un autre être humain, un autre être vivant, pas forcément humain. Mais bref, il compte vraiment sur ce mouton. Il veut vraiment avoir un mouton pour ressentir quelque chose et pour que ça lui apporte un certain sentiment de bien-être en fait. Et moi, c'est ça qui m'a frappé dans le livre. Bon, il y a aussi d'autres trucs, mais qui sont vachement plus négatifs et que j'ai pas envie de mettre en avant. Et dont je n'ai pas parlé parce que sinon, ça va vous spoiler un peu tout le livre. Il se passe beaucoup de choses très négatives dans le livre, mais moi, ce qui m'a touché particulièrement, c'est cette quête du bonheur en fait. Il pense sincèrement que ça lui apportera un sentiment de bien-être, qu'il se sentira un peu plus complet, qu'il se sentira heureux avec ça. Et tout ce qu'il met en œuvre, peu importe que ce soit bien ou mal d'ailleurs, mais il dépense une énergie folle pour pouvoir obtenir ce qui, d'après lui, peut lui apporter le bonheur. Et mine de rien, je trouve ça assez positif quand même. Et c'est ça que j'avais envie d'insuffler dans mon patron en fait. Cette énergie, oui vraiment cette énergie pour avoir la force, le courage d'oser, d'aller chercher ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux pour pouvoir s'épanouir. Bon après, ce qu'on fait pour s'épanouir, c'est soit positif, soit négatif, dépendant des points de vue de chacun, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment ce sentiment-là de positivité, de, comment on dit, empowerment, de courage, vraiment cette envie d'améliorer sa vie que j'avais envie d'insuffler dans ce tricot. Donc voilà, si vous avez envie de faire un châle, vous n'êtes pas obligé de le faire en jaune hein, par contre, mais si ça vous dit, il est disponible donc sur Ravelry depuis hier. Tata. Ah, c'est mieux comme ça. Il est vraiment très 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 beau. Je sais pas si les autres designers ils ont ça, mais parfois je regarde ce que je fais et je me fais oh mon dieu, qu'est-ce que c'est joli, dis donc, c'est moi qui ai fait ça, c'est dingue. Je suis encore au stade où même moi je reviens pas. C'est ouf. J'aime beaucoup. Ah, j'ai plein de poils sur moi déjà.
quand on travaille avec de la laine, on a des petits poils partout. Donc, de quoi je voulais vous parler? Du pull, c'est fait. Du châle, c'est fait. Je vais le terminer. Je ne sais pas encore quand exactement, mais je vais le terminer parce que pour le prochain châle, j'ai besoin de ces aiguilles-là. En particulier, c'est les seules 4,5 que j'ai, je crois. Donc, forcément, je vais le terminer pour récupérer les aiguilles. Mais ça va, il me reste une demi-pelote. Enfin, un demi-écheveau que j'ai mis en pelote. Et les rangs sont relativement longs. Donc, ça ira assez vite, en vrai. Donc, voilà. Et j'ai commencé un autre pull. Ou plutôt, j'ai recommencé un autre pull. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram l'auront déjà vu passer l'été passé. Mais je l'ai recommencé pour le faire autrement. Et parce que j'avais oublié comment j'avais fait, on va pas se mentir. Donc, comment je peux mettre ça? Je viens de le passer, juste avant de lancer la vidéo, je viens de le lancer sur de le passer sur une aiguille plus longue pour vous montrer. Donc, voilà. Attends. Comme ça, tout simplement. Ah bah oui, comme ça, tout simplement. Voilà. Alors, sur mon écran, ça fait très très bleu. En vrai, c'est un peu plus bleu turquoise, je trouve. Donc, ce point est vraiment très 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 joli. C'est un point que j'avais vu passer à l'époque sur Pinterest et que je n'avais jamais pu reproduire. Je ne sais pas comment il était construit, du coup j'ai cherché, fait plein d'essais jusqu'à trouver un point qui s'en approche. C'est la forme en fait, et je trouve qu'il a un mouvement assez sympathique. Donc voilà, je vous représente l'Aquatofana. Magnifique petit pull. Alors je le fais en moitié agneau mérinos, moitié coton, donc ce sera assez léger, entre guillemets. Il est fait aux aiguilles 4. Alors ça, ce sont des petites torsades, hein. Des petites... Oh, je suppose qu'on peut appeler ça des torsades. Tu vois? Ouais, tu vois? Oh, c'est beau, hein. Le mouvement est magnifique. Alors sur le premier essai que j'avais fait, j'avais mis aussi le point à l'arrière. Et puis je me suis dit que c'était un mauvais plan. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les mailles ici elles sont étirées, elles sont allongées. Et j'avais peur en fait qu'il y ait un des fils derrière moi qui s'accroche dans mon dos à quelque chose et que je puisse pas l'enlever, le décrocher. Donc c'est tout du jersey, sauf sur l'avant où il y a cette texture là. Voilà, c'est tout jersey, raglan. Un col en vraiment tout ce qui est de plus normal. Et puis cette jolie petite texture qui prendra tout l'avant. Il va être absolument magnifique. Celui-ci, je vais le faire un peu différemment parce que je pense que je vais juste l'arrêter là, au niveau du coude, pour que ce soit un petit pull d'été. Déjà, ce sera plus facile à tricoter parce que ça ira plus vite. Mais je sais pas comment il fera cet été. Mais comme il est en moitié coton, je me dis je vais peut-être pas le mettre beaucoup cet hiver. Donc voilà. Pour l'instant, je suis partie sur cette idée. Alors, le col a été incroyablement relou à faire. Parce que non seulement j'ai fait des côtes torse. Donc les mailles en droit sont torse, mais les mailles envers sont aussi torse. Du coup, j'ai découvert que je détestais les mailles torse. Je le savais déjà, hein, mais disons qu'il y ait confirmation. Donc voilà. D'un point de vue personnel, de la vie personnelle, on a beaucoup de choses qui ont bougé, encore et toujours. Et qui continuent à bouger. Parce qu'on n'arrête jamais de bouger, vous savez. Dans la vie, si on n'a pas des ennuis, parfois on s'ennuie, hein. C'est ce que je me dis quand ça devient un peu trop de reporter. Du coup j'ai beaucoup de rendez-vous, de choses à régler, d'informations à traiter, ce genre de choses. Je vais pas développer du tout, mais pas plus que ça en tout cas. Mais là où je veux en venir, c'est que je pense que je vais être monoprojet pendant un certain moment. C'est-à-dire que je vais terminer les chaussettes vertes de mon chéri qui sont dans le sac normalement. Oui, je vais vous les remontrer si vous voulez. Ça, ce sont les chaussettes du mois qui vient, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont les chaussettes chariot que j'ai pas avancé depuis la dernière fois. Parce que je dois faire le talon et que je manque sincèrement de motivation, honnêtement. Donc je vais me concentrer sur ces chaussettes-là. Terminer celle-ci, faire la deuxième. La deuxième ira vachement plus vite à faire, hein. Et me concentrer sur mon pull Aquatofana.
Et voilà, donc les prochains podcasts, a priori, ça ira assez vite vu que vous aurez juste des mises à jour. Sauf si je termine mon mouton électrique et que je commence le prochain châle, c'est fort possible aussi. Mais je vais essayer d'être un petit peu plus monoprojet parce que j'aurai moins de temps pour tricoter tout simplement. Donc je vais essayer d'optimiser un petit peu, comme ça vous le savez. Je vais vous parler un peu de l'Aquatofana. D'où vient le nom? Parce que vous savez, moi j'aime bien, je choisis pas mes noms n'importe comment pour mes designs. Alors je dis pas que c'est ce que font les autres, mais j'aime bien qu'il y ait une certaine intention derrière, une certaine histoire. Parce qu'au final, c'est ça aussi qui me motive à tricoter, c'est toute l'énergie, toutes les émotions que je mets dedans, qui me donnent plaisir à créer tout simplement. Alors il y a sûrement des gens qui créent parce qu'ils aiment bien un certain point, une certaine laine, une certaine couleur, et c'est parfaitement ok aussi, hein, bien sûr. Mais moi j'ai besoin d'un peu plus de drive personnel, on va dire. Et l'Aquatofana, alors je sais plus de quel siècle ça vient, parce que moi les chiffres, bizarrement, c'est pas mon truc. Mais l'Aquatofana, ça vient de Giuliana Tofana, je ne suis pas sûre de bien prononcer son prénom. Giuliana, je ne sais pas comment ça se prononce son nom. Madame Tofana, voilà. Euh, qui était une des... Comment je vais dire ça? Une des plus célèbres serial killeuses de l'histoire. Alors ça a l'air négatif comme ça. Dit comme ça a l'air extrêmement négatif. Mais déjà, ben, les légendes ont tendance à s'amplifier avec les années et les siècles, donc il faut prendre un peu de recul sur cette histoire quand même. L'Aquatofana, c'était le poison qu'elle utilisait pour tuer les gens. Mais il disait que c'est les gens à l'époque et même encore après. Hein. Attends, hip. Ah, je suis assis en tailleur, mais j'avais mal à la jambe, désolée. Les historiens, les gens qui ont perpétué la légende, etc., ils racontaient donc que le poison qu'elle utilisait, l'Aquatofana, était censé tuer en 4 gouttes seulement, qu'il était quasiment indétectable, qu'on pouvait tuer les gens, prédire leur mort à l'heure près, des trucs comme ça. Et d'un point de vue purement... Et qu'on n'avait pas encore réussi à reproduire la recette exacte, ce genre de choses. Toutes ces choses qui me font dire qu'il y a beaucoup de flancs dans cette histoire. Beaucoup, beaucoup. Ce qu'on dit de l'Aquatofana, c'est déjà ce qu'il parle, c'est déjà ce qu'il disait des poisons, pardon, des Borgia, qui disaient, enfin, il racontait aussi un peu tout ce genre de fariboles en disant qu'ils avaient un poison secret, une composition, une recette spéciale qui pouvait tuer sans laisser la moindre trace. C'est du sensationnalisme de l'époque. Alors déjà le sensationnalisme de nos jours, on va pas se mentir, c'est de la daube. Je modère mes propos, c'est de la daube. Mais au plus on remonte dans les siècles et au pire c'était. Voilà. Donc à mon avis c'était possiblement une empoisonneuse, mais pas clairement pas aussi fifole qu'il le disait. Ils ont été racontés qu'elle avait fait près de 600 victimes. Alors 600 victimes, en soi, je peux y croire. Mais il faut quand même prendre en compte qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'êtres vivants, entre guillemets, que maintenant. C'est-à-dire que en Italie, en Grèce, en France, un peu partout en fait, hein, peu importe où elle allait, la population totale du pays était bien bien moindre. Donc si déjà chez nous 600 personnes c'est énorme, à cette époque-là 600 personnes c'était vraiment de la folie. Donc faut garder ça en tête aussi. Bref, il y a beaucoup de flancs d'exagération, mais surtout ce qui m'a particulièrement touchée dans l'histoire de Tofana, en tout cas dans sa légende, c'est qu'elle ne tuait pas n'importe qui. Giulia Tofana est connue pour avoir tué son mari. C'est le voisin qui rentre, il fait du bruit. Désolée. Elle est connue pour avoir empoisonné son mari, apparemment, avant de venir à Florence. Je sais plus quelle ville exactement. On pourra aller chercher ça si vous voulez. Mais en fait, elle était principalement connue, donc ça m'a perturbée.
Il y a le voisin qui est rentré, ça a fait du bruit, ça m'a coupé dans ma lancée, ça m'a perturbée, je suis désolée. Tofana, donc, elle empoisonnait pas n'importe qui. C'est-à-dire que ses poisons étaient maquillés, déguisés, plutôt cachés dans des fioles de cosmétiques, des onguents, des crèmes, des parfums, ce genre de choses. Elle cachait là son poison. Et en fait, elle en revendait aux femmes qui avaient fait des mariages malheureux, on va dire. Alors, pour le dire autrement, et pour expliquer un petit peu, à cette époque-là, les femmes, elles étaient un peu traitées comme du bétail. Vous me direz, ça n'a pas beaucoup changé, mais à cette époque, c'était vraiment violent pour elles. Elles étaient monnayées un peu comme des meubles. Elles servaient à faire des ponts, des alliances entre familles pour avoir des terres, pour avoir de l'argent, ce genre de choses, mais elles n'étaient pas vraiment considérées comme des êtres humains à part entière, hein, on peut dire les choses comme elles sont. Et bien sûr, les femmes qui étaient mariées de force à des maris abusifs, oui, on va dire ça comme ça, n'étaient forcément pas très heureuses. Parce qu'elle ne voulait pas les épouser. A priori, je suppose. Bon, j'y étais pas, hein, donc je fais des suppositions, mais a priori, elle devait pas être très contente d'être mariée de force. Elle devait pas être très contente d'être avec des hommes qui étaient parfois extrêmement brutaux et violents avec eux. Elle devait pas être hyper contente d'être obligée de coucher avec, de leur donner des enfants, de les servir comme des servantes, alors que ce sont des êtres à part entière. Alors je me dis que d'un côté, la petite Madame Tofana, oui, elle a tué des gens. Oui, c'est pas cool, on est tous d'accord là-dessus, hein, n'empoisonnez pas les gens. Mais d'un autre côté, pour beaucoup de femmes, c'était la seule porte de sortie pour s'échapper de violences familiales, conjugales, quotidiennes. Et quand c'est dit comme ça, est-ce que c'est vraiment une meurtrière ou est-ce que ce serait pas un peu une héroïne? Parce qu'au final, les deux peuvent cohabiter d'une certaine façon. Donc voilà, j'ai découvert l'histoire de Giuliana, je ne saurais pas le dire, de Madame Tofana, l'été passé. Et comme vous le savez, probablement l'été passé était très compliqué aussi pour moi. Du coup, je me suis plongée un peu dans cette légende parce que ça m'a fait du bien, énormément de bien. Ça faisait écho à beaucoup de choses dans ma vie, on va dire. Et moi, j'ai toujours tendance, enfin non pas toujours, mais j'essaye au maximum de voir le positif. Donc voilà, je voulais aussi avoir insufflé cette chose, pas le désir de tuer tout le monde, bien sûr, parce que c'est pas ouf, mais le côté libération de relations toxiques, violentes, abusives, etc. Moi, c'est ça que je vois surtout dans cette histoire, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas beaucoup d'autres choix, en fait, pour se protéger elles-mêmes. Et c'est très triste, hein, en disant, je m'en rends compte. Mais c'est vraiment cet espoir de libération, vraiment, que je voulais mettre dans ce pull. Donc voilà, l'histoire était très longue, hein, dites donc. Donc voilà, c'est le fameux Aqua Tofana. Alors je vous préviens, hein, après on va faire un Bathory aussi. Bathory, c'est la comtesse de sang, hein, c'est celle qui est censée être une grosse vampirette. Mais on en parlera à ce moment-là. Et je vous expliquerai pourquoi cette femme-là aussi était extrêmement mal jugée et pourquoi les légendes sur elle étaient vraiment totalement merdiques et incroyablement misogynes. Un peu comme pour Juliana Tofana. Si jamais vous savez comment se prononce son prénom, dites-le moi. Parce que je galère, hein. Je galère à le prononcer. Mais voilà, on a fait un peu le tour. C'était vachement long, dites donc 40 minutes, alors que j'avais dit que ça allait être rapide, mon Dieu. Je vous promets, les autres, ça ira vachement plus vite. Euh, mais voilà, on a fait le tour des avancées du tricot, l'avancée des projets tricot, et l'origine des choses et tout ce que j'ai envie d'insuffler dans mes tricots ces derniers temps. Donc voilà, je réfléchis. Quand je regarde là, c'est que je réfléchis. J'espère que ça vous a plu. Et puis si ça vous a pas plu, ben, je suis un peu désolée, mais j'espère que vous aurez quand même appris des choses. C'est bien aussi, mine de rien. Si jamais vous tricotez le mouton électrique, n'hésitez pas à me taguer pour me le montrer. Je serais incroyablement fière, content et très heureux.
Si vous voulez nous rejoindre sur Discord pour papoter, le Discord est très très chill, hein. C'est pas un Discord où il y a des messages tout le temps, hein. Donc il y a des messages de temps en temps. Quand je sors des nouveaux patrons, je fais des annonces. On fait des tests tricot aussi, beaucoup dessus. On se montre nos écheveaux, nos pelotes. C'est calme. Franchement, c'est très très calme, hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le désirez. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Mais Facebook est un peu capricieux, donc je répondrai plus vite sur Instagram si jamais. Vous pouvez m'envoyer des mails, même si vous voulez. Je suis extrêmement joignable sur à peu près toutes les plateformes. Oula, excusez-moi, j'ai tiré sur la tablette. Euh, donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire, et même un peu plus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine pour vous montrer l'avancée de mon Aquatofana. Au revoir.